Ce petit pan d'histoire et de généralité étant terminé, nous pouvons nous attaquer au cœur du sujet qui nous amène ici et décrire ce qu'est un projecteur. Donc un projecteur, c'est toujours une lampe découverte d'un côté et masquée de l'autre dans une armature ou un boîtier avec un système de fixation et d'orientation, on dit une lyre, sauf pour les projecteurs destinés à être posés au sol, évidemment. En plus, selon les modèles, certains projecteurs auront un ou des réflecteurs, un système optique avec une ou plusieurs lentilles, des caches internes, iris, gobots, couteaux, ou externes, comme les volets d'obturation, on dit aussi coupe-flux, et également des gélatines pour modifier la couleur. Le par est un projecteur sans optique, c'est le plus simple que l'on puisse imaginer. Il se décline en différentes tailles, c'est le projecteur du pauvre. En chauffant, il est assez bruyant, la tôle produit des craquements dus à la chaleur qui amène la dilatation du métal. La tache de lumière qu'il produit, puisqu'il n'y a pas d'optique, est de forme allongée. On dit qu'elle est en forme de banane et en tournant la lampe, on peut orienter cette tache de lumière. Les cycliodes ou horizons sont souvent des projecteurs très puissants, sans optique, en général de 1 kW ou 2 kW, qui sont principalement utilisés pour l'éclairage des toiles peintes ou des cycloramas. Voilà, on commence de plus en plus, à la place des cycliodes, à utiliser des projecteurs de cyclo à LED. Toujours sans optique, on va trouver dans le monde de l'image et du cinéma des projecteurs de 1 kW à 2 kW, le plus souvent, avec des ampoules halogènes presque toujours, qui vont s'appeler donc blonde, quartz ou mandarine. Le projecteur dit BT ou basse tension est un projecteur avec une lampe de 250 ou 500 watts, mais alimenté en 12 ou 24 volts et monté avec son transformateur dans une carcasse. La lampe possède une calotte argentée qui évite à l'ombre du filament d'être projetée sur scène et qui renvoie la lumière vers le réflecteur. Les caractéristiques de la lumière halogène se rapprochent davantage de la lumière naturelle du soleil. Les couleurs sont donc perçues de façon plus fidèle, donc pas de couleur blafarde ou à dominante jaune. Ces lampes offrent une excellente efficacité lumineuse, c'est-à-dire une plus grande quantité de lumière par watt consommé, comme nous l'avons vu en première partie en ce qui concerne les ampoules halogènes. L'augmentation de la quantité de lumière fournie rend la vision plus confortable et moins fatigante. Le rendement d'une ampoule halogène très basse tension peut atteindre le double de celui d'une ampoule à incandescence classique. Une ampoule 35 watts halogène 12 volts peut éclairer presque autant qu'une ampoule incandescente de 100 watts, 1300 lumens contre 1380 lumens. L'efficacité lumineuse de l'ampoule halogène très basse tension est de 37 lumens par watt, ce qui se traduit en économie d'énergie. L'ampoule halogène consomme 3 fois moins que l'ampoule incandescente. Lorsque l'on baisse la tension, l'intensité augmente. Il faut donc des fils de très gros diamètre, ce qui explique que, pour limiter la longueur de ces très gros fils, le transformateur est le plus souvent le plus près possible de l'ampoule et donc dans la carcasse du projecteur lui-même. Le projecteur à lentille de Fresnel, dont la marque la plus connue est le Kremer, parfois on dit un Kremer de manière générique. Donc au cinéma, on en trouve jusqu'à 24 000 watts. Ces très grosses puissances sont donc toujours avec des lentilles de Fresnel car ces lentilles résistent mieux à la chaleur. On trouve aussi les lentilles de Fresnel dans les phares, par exemple. Le faisceau fourni par une lentille de Fresnel est un peu diffus et imprécis, ce qui est une qualité pour certains usages, de ne pas trop marquer le bord des faisceaux. Il est bien moins défini qu'une lentille à plan convexe. Le projecteur à plan convexe, on dit un PC dans le monde du spectacle, fournit lui un faisceau assez précis,
parfois trop précis, et dans ce cas-là, il arrive que l'on utilise un plan convexe martelé qui va fournir un éclairage plus diffus. Les projecteurs à découpe sont des plans convexes, mais avec une lentille de plus, ce qui le rend très précis, qui permet de gérer la taille du faisceau et sa netteté. Et il dispose en plus d'un iris pour contrôler les bords du faisceau. Puisque c'est un système optique, un peu comme un projecteur de diapositive, on peut projeter des formes ou des images qui sont donc historiquement des plaques de tôle percées et parfois des gobos en verre et en couleur. Sur le même principe, on va trouver le projecteur poursuite, qui est en fait un projecteur à découpe, et la personne qui l'actionne, qui se nomme un poursuiteur, se positionne sur le côté droit du projecteur au niveau de l'axe de rotation de celui-ci et perpendiculairement au pied, et jamais derrière, comme on peut le voir parfois. Voilà ici un très gros projecteur poursuite. Nous croisons maintenant des projecteurs robotisés qui, grâce au progrès de la technologie, permettent d'automatiser et de contrôler à distance tous les aspects de réglage des projecteurs: allumage, extinction, gradation, panoramique, tilt, c'est-à-dire l'inclinaison au bas, le zoom, le focus, c'est-à-dire la mise au point du faisceau, le choix du gobo, éventuellement mobile ou tournant, les filtres de couleurs ou même des contrôles trichromiques de couleurs par prisme qui permettent une infinité de couleurs. L'utilisation d'un miroir au lieu d'une lyre motorisée permet aussi, dans ce qu'on appelle des scanners, permet des mouvements beaucoup plus rapides. On va également croiser des projecteurs à effets spéciaux pour les pistes de danse essentiellement. Ces projecteurs dits à effet utilisent des quantités d'astuces optiques pour créer toutes sortes d'effets, d'eau qui coule ou encore des faisceaux multiples à partir d'une seule source lumineuse. Le laser est également courant comme source de lumière d'effet. Donc un faisceau laser est projeté sur un miroir télécommandé informatiquement et qui se déplace extrêmement rapidement, et cela permet de dessiner ou d'écrire en profitant de l'effet de persistance rétinienne. Les lasers sont a priori verts ou rouges, mais des solutions pour d'autres couleurs commencent à apparaître. Au spectacle, il n'y a pas de lumière sans brouillard. La machine à brouillard est indispensable pour mettre en valeur l'éclairage. Il y a d'autres systèmes de fumée qui sont parfois confondus, donc la machine à fumer qui fait une fumée ponctuelle et la machine à carboglace qui fait une fumée lourde qui reste au sol. Ces deux derniers outils sont plutôt destinés à des effets de scénographie et pas spécifiquement pour mettre la lumière en évidence. Voici donc une machine à brume ou à brouillard qui sert à mettre en valeur les éclairages. Ici, une machine à fumer avec une buse qui projette la fumée. Dans la même famille, il existe des machines à neige, des machines à mousse, des machines à bulles, c'est peut-être une autre famille. Et en ce qui concerne la fumée lourde, le plus souvent, même s'il existe d'autres solutions chimiques, donc ces machines à base de glace carbonique que l'on plonge dans l'eau chaude et qui provoquent cette fumée lourde qui reste au sol. Au fil du temps, l'éclairage a évolué. Pendant longtemps, les projecteurs faisaient face à la scène et éventuellement latéralement, mais étaient toujours cachés aux yeux du spectateur. Et on disait que lorsqu'on voyait un projecteur, on parlait de projecteur avec découverte. À notre époque, en particulier dans le domaine du spectacle musical, chorégraphique et de music hall, le contre-éclairage est omniprésent, c'est-à-dire qu'on montre des projecteurs au public. Il est ostensiblement montré au public et même dirigé vers celui-ci, et l'éclairage devient un acteur à part entière de la scénographie. Dans le domaine du théâtre ou de la musique classique, cela reste rare et les projecteurs en direction du public sont
dits contre-jour, sont masqués aux yeux du public. On voit ici comment l'éclairage participe pleinement à la scénographie.